Que s'est-il passé avec le cas du Liban? Au Liban, on avait le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Il fait partie de la communauté chiite, donc de la communauté musulmane du Liban. Il est sorti en disant « Je ne sais pas quelle est la nature de cette relation. Je n'ai pas cherché à le savoir. Quelle est la signification d'un accord entre le gouvernement libanais et un pays étranger? Et comment cela pourrait-il influencer la constitution du Liban? Est-ce que c'est mentionné dans la Constitution? Est-ce qu'ils doivent vraiment faire ratifier ça par le Parlement? Parce que si c'est le cas, eh bien, c'est le président du Parlement libanais lui-même qui dit non à l'accord. En gros, il dit non. Ça ne veut rien dire. Cet accord ne met pas fin à la guerre au Liban. En gros, ils disent que ce qui s'est passé entre l'Iran et les États-Unis en Suisse servirait de base à toute solution possible pour le Liban. Voici ce qu'a déclaré le président du Parlement libanais. Et je vais vérifier si cet accord apporte, d'une manière ou d'une autre, un engagement pour le pays. Cet accord entre les deux gouvernements conclut en fait sans ratification du Parlement. Et toi, Larry, comment tu comprends ça? Vous n'allez pas ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il a déclaré que mettre fin à la guerre au Liban et garantir la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de ce pays faisait partie des points essentiels du premier article du mémorandum d'entente d'Islamabad. Notre objectif sérieux, a-t-il dit, c'est de mettre un terme à la guerre au Liban et de permettre le retour des déplacés. Il parle ici des habitants. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées du sud du Liban, mais aussi de mettre fin à l'occupation et d'assurer le retrait de l'entité sioniste du territoire libanais. Lors des discussions en Suisse, il a été décidé de créer une cellule chargée de résoudre le conflit, réunissant l'Iran, les États-Unis et le Liban. Nos efforts en Suisse vont dans le sens des intérêts du peuple libanais. Mais l'ennemi sioniste cherche à contourner la question du rétablissement de la souveraineté libanaise. L'accord entre le Liban et l'entité sioniste est, selon lui, une conspiration et une provocation. Voilà l'intégralité de sa déclaration. C'est ce qu'a dit Nabih Berri. Oui, c'était Nabih Berri. Ah bon? D'accord. Oui, oui. Donc il n'y a aucun accord, en tout cas pas du côté du Parlement, en faveur de l'accord soi-disant signé entre le gouvernement du Liban et celui d'Israël. Donc voilà, on est complètement en désaccord. Oui. Je ne sais pas si Washington a vraiment réfléchi à la façon dont cet accord pourrait être contraignant pour le gouvernement libanais ou pour le peuple libanais, pour qu'ils le suivent d'une manière ou d'une autre. Israël se sent très confiant. Beaucoup dans l'administration Netanyahou. On a eu Smotrich qui est sorti en disant que cet accord légitime l'occupation du Liban. Il l'a dit aujourd'hui. Et puis on a Ben Gvir qui dit « Oh non, on n'a pas besoin de ça, il nous faut plus du Liban ». Aujourd'hui, j'ai montré la carte à notre public ici, parce qu'en regardant la carte, Larry, on voit qu'il y a deux zones ici, délimitées en rouge. Oui, oui. Ils sont censés se retirer de ces deux zones, les Israéliens, ces deux petites zones dans le sud du Liban, et revenir à l'intérieur de la frontière entre Israël et le Liban, jusqu'à la ligne jaune. Et cette ligne, d'ailleurs, elle est immense. C'est à peu près 1,5 fois la taille de la bande de Gaza. Ce n'est pas un petit bout de territoire que le peuple libanais pourrait ignorer. Alors, pensez-vous que l'administration Trump, avec cette nouvelle série d'attaques réciproques contre l'Iran, et on pense que l'administration Trump a en fait soutenu cela, va entamer le prochain cycle de négociations cette semaine, puisque les deux parties ont décidé de ne pas s'attaquer mutuellement. Et j'imagine que la question du Liban sera le premier sujet abordé s'ils se rencontrent. Je ne sais pas encore où cette rencontre aura lieu. Peut-être en Suisse ou ailleurs.
Eh bien, ils devaient se rencontrer aujourd'hui et demain. Apparemment, ça a été annulé, repoussé, reporté, peu importe comment on l'appelle. Donc, tu dis qu'ils vont se voir la semaine prochaine ou est-ce qu'une date a été fixée? Oui, non. En fait, c'est prévu pour cette semaine, donc entre lundi et vendredi. Ils n'ont pas précisé quel jour exactement, mais en gros, ce sera une rencontre entre les deux parties. D'ailleurs, il a été rapporté que les deux camps ont accepté de se parler ou de se rencontrer cette semaine. Oui, enfin, ils devaient se rencontrer en Suisse aujourd'hui, mais ça a été repoussé. Oui. Dis-moi, Larry, voyons les choses comme ça. Il y a deux sujets vraiment importants. L'un, c'est le détroit d'Ormuz. L'autre, c'est la situation au Liban. Et je pense que pour ce qui est des sanctions et des avoirs gelés, les Iraniens peuvent encore gérer ça. Mais si la situation s'aggrave, ils vont laisser tomber cet aspect-là. En revanche, le détroit d'Ormuz et le Liban, ça, ils ne vont pas les ignorer. Ils ne vont pas les sortir de leurs calculs. Alors, qui a l'avantage sur ces deux dossiers? Et qui peut exercer le plus de pression sur l'autre, plus encore qu'avant le début de la guerre? Je pense que l'Iran a l'avantage dans le détroit d'Ormuz. D'abord, l'attaque américaine contre l'Iran l'autre jour a violé le protocole d'accord, parce qu'il n'y avait rien dans ce texte qui interdisait à l'Iran d'agir contre des navires essayant de traverser le détroit sans suivre le protocole que les Iraniens avaient établi et que les Omanais avaient approuvé. Donc, quand l'Iran a attaqué ce premier navire vendredi, le Ever Lovely, et que les États-Unis ont riposté, c'est bien les États-Unis qui ont violé le protocole d'accord. Parce que selon ce protocole, les deux parties devaient s'abstenir de toute action militaire l'une contre l'autre. C'était donc clair, les États-Unis ont porté le premier coup. Malgré ça, personnellement, je pense que pour moi, à ce stade, le protocole d'accord aurait été caduc, terminé. Mais apparemment, les États-Unis ont décidé aujourd'hui de ne pas aller plus loin, de ne pas riposter davantage. Washington a reculé, et ça, c'est plutôt un bon signe. En ce qui concerne le Liban, eh bien, Mais l'Iran, avant d'aller au Liban, Larry, l'attaque iranienne contre le Koweït et Bahreïn, ils ont défini 8 points, 8 cibles dans ces deux pays. Et en gros, ils ont frappé la 5e flotte à Bahreïn et la base aérienne d'Al-Salem au Koweït. Je ne sais pas, ils ont parlé de zones très peuplées, mais est-ce qu'il y a des soldats là-bas? encore ça? L'Iran a lancé samedi une frappe de représailles plus importante que celle de vendredi. Cela dit, ce n'était toujours pas une attaque massive, et elle n'a pas détruit d'actifs américains majeurs. Encore une fois, c'était plus symbolique que réellement concret. De la même manière, l'attaque américaine contre l'Iran relevait, elle aussi, davantage du symbole que du fond. Et je pense que c'est ce qui explique où nous en sommes aujourd'hui. Il doit être, là-bas à Téhéran, 2h30 ou peut-être 2h45 du matin, et les États-Unis ne sont pas en train d'attaquer. Donc voilà, je pense que les États-Unis se sont calmés. Trump et les autres, malgré leurs discours musclés, se sont apaisés. Ils avaient reculé. Donc les États-Unis n'étaient pas... Enfin, ils auraient pu aller beaucoup plus loin et faire bien davantage, mais ils ont choisi de limiter la frappe. C'était, je pense, une démonstration de force symbolique. Et la réponse iranienne, elle aussi, avait plus de valeur symbolique que réelle. À l'époque, ça paraissait plus important, mais avec le recul, on voit bien que c'était surtout un message adressé aux États-Unis. Arrêtez de nous provoquer, sinon on ira jusqu'au bout. Et les États-Unis, eux, ne veulent pas en arriver là.
Oui, voici le porte-parole de l'armée iranienne, le général de brigade Akrami. Il a déclaré que l'Iran avait des plans sérieux dans deux domaines, la production nationale et l'achat d'équipements avancés auprès de pays amis. En gros, il semble que ce soit la Russie et la Chine. Il a ajouté que l'armée disposerait de matériel plus avancé dans les prochains jours. Il a bien dit dans les jours à venir, pas dans les semaines. Les drones, présentés à la fin de la guerre de 40 jours, sont selon lui bien plus sophistiqués que les générations précédentes, comme notre modèle H2. Et il a précisé qu'il parlerait bientôt de leur capacité au cher peuple d'Iran. Et je pense que ces drones sont les mêmes que ceux dont on a parlé lors de cette attaque contre les avions de chasse américains. Vous savez, celui qui disait qu'ils avaient une forme un peu comme une méduse. Ça ressemblait à une méduse, et il a dit que ça bougeait de façon coordonnée. Ouais. Je pense que c'est ça le point qu'il soulève. Les nouveaux drones ne sont pas les mêmes que ceux qu'ils utilisaient avant. Et quand on parle des pays amis, ce genre d'équipement, en gros, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand il parle de matériel? Eh bien, qu'est-ce que vous entendez par pays ami? Il a dit que le nouvel équipement allait arriver en Iran, en provenance de pays amis, dans les prochains jours, et qu'ils allaient l'améliorer. Oui, ça veut dire surtout la Chine et la Russie, et peut-être le Pakistan, mais les grands fournisseurs de nouvelles armes, ce sont la Chine et la Russie. D'après ce que je comprends, ce sera quelque chose de défensif, lié au système de défense aérienne. Encore une fois, pour les systèmes de défense aérienne, je choisirais le russe plutôt que le chinois, tout simplement parce que le russe a fait ses preuves et le chinois non. Les systèmes russes ont été utilisés au combat, ceux de la Chine, jamais. Voici Haaretz qui rapporte que des systèmes israéliens avancés ont été vendus au Qatar et à l'Arabie saoudite, parce qu'ils parlent d'envoyer des armes israéliennes. Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce qu'ils ont? Ce sera le dôme de fer, quelque chose comme ça. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas un expert en armement israélien. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils voudraient acheter. Ça me paraît un peu étrange comme transaction. Peut-être, je ne sais pas, des logiciels de surveillance ou d'intelligence artificielle, mais je ne pense pas qu'Israël vendrait ça aux Saoudiens. Je suppose que ça va être une sorte de matériel de surveillance ou d'espionnage, vous voyez. Et comment ça va? Enfin, oui. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que l'armée d'Arabie saoudite, du Qatar et de ces pays-là est en réalité une armée américaine. Leur équipement, leurs avions de chasse, tout ce qu'ils ont vient des États-Unis. Ou bien, est-ce qu'ils reçoivent aussi du matériel de la Russie et de la Chine? Pas à ma connaissance. Je pense que vous avez raison. En grande partie, ils ont été formés, encadrés et soutenus par l'Occident. Il y a quelques instants, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis ont l'obligation de mettre fin aux attaques sionistes et de faire appliquer un cessez-le-feu. Il a ajouté que la structure de sécurité du Golfe Persique doit être repensée sans ingérence étrangère. Alors Larry, parlons-en. Le gouvernement pakistanais, en ce qui concerne la région, à quel point dépend-il des États-Unis pour la sécurité régionale? Le Pakistan dépend-il des États-Unis? Sur les États-Unis? Non, pas du tout à ma connaissance.
Ils ne dépendent pas des États-Unis. Les États-Unis n'avaient en réalité aucun levier sur eux à ce sujet. À vrai dire, je dirais même que c'est le Pakistan qui a l'avantage. Tout simplement parce que c'est un point de passage essentiel pour acheminer du soutien en matière de renseignement et d'autres personnels vers l'Afghanistan, par exemple. Donc, sur ce plan-là, ils doivent compter sur eux. Oui, il existe des liens anciens entre le Pakistan et les services de renseignement américains, mais je ne pense pas qu'ils aient quoi que ce soit de nouveau prévu pour le moment. Monsieur le Président, le ministre des Affaires étrangères répète exactement ce qu'il vient de dire. Selon la première clause du mémorandum d'accord, la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, doit cesser complètement. Et il est regrettable que le régime sioniste poursuive ses attaques, alors que, d'après les engagements pris dans ce mémorandum, la responsabilité directe de mettre fin à ces agressions, vous savez, cet engagement, revient aux États-Unis. Ils ont déclaré qu'ils allaient y mettre terme, mais on ne voit aucune pression réelle. Pendant que nous parlions, ils étaient en train d'attaquer le Liban aujourd'hui même. Eh bien, vous savez, le protocole d'accord n'est pas un document juridiquement contraignant, donc c'est plutôt une sorte de recommandation. Mais Israël et l'Iran peuvent très bien apprendre à ignorer, disons ce qu'on pourrait appeler le passage d'une phase à l'autre. Je veux dire, ils peuvent le faire, hein? Ils ne sont pas liés par ce document. Donc, c'est une sorte de processus de désescalade, disons-le comme ça. Et personne ne cherche à désamorcer la situation, en particulier Israël. Eh bien, Israël n'a pas signé cet accord. Les États-Unis sont censés faire en sorte qu'Israël respecte les règles. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Alors, on peut dire que du coup, l'Iran va vouloir mettre ce sujet à l'ordre du jour. Je pense que les Iraniens font passer un message clair, il faut qu'il y ait des avancées là-dessus, sinon, eh bien, ils ne resteront pas engagés. Il semble que l'Iran considère, comme vient de le dire le ministre iranien des Affaires étrangères, que toute action américaine violant les termes du protocole d'accord retardera la réouverture du détroit d'Ormuz. J'ai dit ça aujourd'hui, Larry. À mon avis, si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce ne sera pas une fermeture pour la Chine ou la Russie, ni pour d'autres pays amis comme l'Irak. Ce sera une fermeture qui touchera surtout les Européens, les États-Unis, Israël et ces pays-là. Si l'Iran décide de fermer à nouveau le détroit d'Ormuz, quelle sera la réaction? Est-ce que ça va les ramener à la guerre, à une guerre totale entre les deux camps? The MOU has now been violated. It is up to Iran to decide whether or not it is going to continue to operate under the framework of the MOU. U.S. has clearly violated it. The first clause of that MOU, the first paragraph, stipulates that Iran and U.S. will no longer attack each other. Yeah. Okay, the United States violated that the other day when it launched the attack on Kemsh and Sirik. Now, U.S. justifies this as well. Iran hit a ship that was trying to go through the strait on the Bahrain, on the Omani side of the Gulf, and Iran struck them illegally. And all Iran has to do is say, you show me where in the MOU it says Iran can no longer strike any ship trying to transit the Strait of Hormuz without permission of the IRGC. Doesn't say that at all. Les Iraniens ont agi en conséquence. The Iranians acted accordingly. They went after the ship that was violating. Ils sont allés après le navire qui violait le protocole et ensuite les États-Unis l'ont frappé. Puis l'Iran a riposté. À ce moment-là, oui, tout a été suspendu.
Et tout ça s'est passé vendredi. Puis samedi, donc hier, les Iraniens ont continué à essayer d'interférer avec la navigation. Certains navires, ou en exigeant que tous remplissent le protocole de l'autorité du détroit du Golfe Persique, la PGSA. En gros, il fallait remplir les autorisations. D'accord, on passe par là, voilà notre destination, voilà ce qu'on transporte, et ainsi de suite. Ils ont essayé de faire passer 2 navires en douce samedi. L'Iran a finalement riposté en imitant certains navires israéliens, en les renvoyant vers l'Égypte, et ça a dégénéré en un affrontement majeur. Donc ce qu'on voit là concernant le Golfe, c'est que l'Iran dit clairement « on va vous frapper ». Iran is saying we're going to hit you, and then we will retaliate accordingly. Et ensuite, nous riposterons en conséquence. Mais jusqu'à présent, disons que tout ça relève plutôt du théâtre politico-militaire. Hier, je pensais que l'Iran allait frapper les bases d'où étaient partis les avions qui ont touché l'Iran. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont frappé la base aérienne Al-Islam, au Koweït, et celle d'Aliza, je crois que c'est son nom, à Bahreïn. Et aucune des deux n'avait vraiment d'actifs aériens importants, tout simplement parce qu'elles sont trop proches de l'Iran. Mais malgré tout, l'Iran les a frappées durement. Et ensuite, qu'a fait les États-Unis aujourd'hui? Rien. Absolument rien. Donc, clairement, les États-Unis ne veulent pas faire monter la tension. Et apparemment, d'après ce que j'ai appris depuis les attaques d'hier, les cibles que les États-Unis ont frappées en Iran n'étaient ni sensibles, ni significatives, ni vraiment importantes.